Il est 19 heures. On va pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Merci et bienvenue à tout le monde. Le premier point, c'est l'appel. C'est Laurent Bresson qui fait l'appel. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bayon de Noyer Yves. Biel Marie-Hélène. Présente. Bresson Laurent, présent. Mérigot Hélène. Gomez Eliane. Présente. Royer Christian. David Mathieu Christiane. Gué Patrick. Louis Olivier. Leclerc Jean-François. Tavernari Roland. Fortuné Françoise. Fortuné. Démission, d'accord. Nicolas Jacques. Alors, Nicolas Jacques, pouvoir représenté. Blanes Thierry. Villon Patrick. Vedel Chantal. Lecomte Florence. Gomez Lionel. Androjeski Renaud Florence. Pereira Elisabeth. Pouvoir représenté. Laurent Rémy, représenté par Lionel Gomez. Bourdelin Sylvie. Schneider Estelle. Bouillet Marine, représenté par Estelle Schneider. Piazecki Valérie. Oui, mais elles sont installées. Mais ouais, mais. Non, mais attends. Ripoll Bruno. Agogué Fernaillon Véronique. Elam Lily. Neza. Ok. Claire Pierre. Oui, il fallait pas me les mettre là. Très bien. Merci Laurent. Tu peux éteindre ton micro. Donc nous pouvons ouvrir ce conseil municipal où nous avons une dizaine de délibérations, dont le débat d'orientation budgétaire. Le premier point, c'est l'approbation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 novembre dernier. Y a-t-il des commentaires avant qu'on soumette à votre approbation? Donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Donc trois oppositions. Donc approuvé à la majorité. Le premier point traite des communications des décisions du maire qui sont au nombre de 7 depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions? Oui, pas de questions. Une question, oui, je vous en prie. Bonsoir. C'est au sujet de la décision 2018-102, le contrat de courte durée à titre exceptionnel et provisoire pour un appartement de meublé, rue Pierre Goujon. Vous dites que c'est un caractère exceptionnel, donc quel est le caractère exceptionnel de la location? Et d'autre part, on aurait aimé voir un récapitulatif des appartements sur la commune qui sont loués voilà, à titre exceptionnel. Il y en a d'autres. Et est-ce qu'ils sont occupés voilà. Alors ça, c'est un dossier, la deuxième partie de la question qu'il faudra qu'on vous prépare. Donc on le prend en note et vous aurez réponse là-dessus. En ce qui concerne ce contrat-là, effectivement, c'était une durée exceptionnelle. Un contrat exceptionnel puisqu'il s'agissait de protéger une personne qui avait été, on peut dire, mise dehors de chez elle ou était partie, peu importe, et qui logeait dans les sanitaires municipaux. Et donc, on s'en est occupé. Voilà. Et en plus, c'est un agent d'une collectivité territoriale. Donc voilà la raison pour laquelle on a agi très rapidement de façon à le protéger. Voilà. Oui, je vous en prie. C'est au sujet de la décision 103 qui concerne le paiement de la prestation de Madame Rafour. Cette année, elle augmente de 25% par rapport aux autres années. C'est quoi qui justifie cette augmentation? C'est la gestion de la crise? C'est un accroissement des responsabilités de communication qui sont données à cette personne en temps. Il ne faut pas oublier que les outils de communication que nous avons mis en place
se sont beaucoup développés. Par exemple, le réseau Facebook, aujourd'hui, il y a plus de 2000 connexions. Donc c'est cet ensemble de choses. Et puis, nous avons des améliorations assez significatives à apporter à notre site Internet sur l'exercice prochain. Bon, en tout cas, l'intitulé ne le précise pas, et 25% en une seule fois, c'est quand même énorme. Oui, mais c'est pas un salaire, c'est pas comme si c'était un salarié. Donc, ce sont des missions. La différence, c'est que ce sont des missions qui sont exercées dans un statut d'ailleurs d'auto-entrepreneur et non pas dans un cadre de salariat. Oui, mais moi, je n'ai pas parlé de salaire. Hein. C'est le paiement de la prestation, peu importe la qualité. Non, mais à partir du moment où on monte les missions, il est normal que la rémunération suive, quoi. Ouais. Okay. D'autres questions encore? Oui, je vous en prie. À propos de la décision 104, c'est au sujet de la salle des fêtes là, qui va subir des améliorations. Enfin, je ne sais pas si on peut parler amélioration. D'ailleurs, on aurait bien aimé en parler un petit peu en commission travaux peut-être et en commission accessibilité. Parce que vous prévoyez de déplacer le bar, donc si on a bien compris, dans la salle des fêtes. Et le bar serait remplacé par rangement et puis vestiaire. Mais cette salle, elle était, de temps en temps, elle est utilisée par les associations pour quand d'autres salles ne sont pas disponibles, on utilise cette salle de temps en temps parce que voilà. Du coup, cette salle, le bar, je veux dire, hein, du coup, ça supprimera l'utilisation par les associations pour la tenue de réunions éventuelles. J'ai pas mémoire qu'elle soit très utilisée par les associations en dehors des activités d'animation. Je ne sais pas si elle est utilisée pour des réunions, très peu. Bon. Il ne faut pas oublier qu'on a également réceptionné une salle de réunion dans l'annexe, chose qui n'existait pas préalablement, et qui peut également être mise à la disposition des associations. Et puis, on a une salle de réunion au sein du CCAS, qui est de bonne capacité, et qui, en cas de nécessité, peut être utilisée soit par la mairie, soit par des associations. D'accord. Donc voilà, donc je pense que bon, même si tout n'est pas parfait en mise à disposition auprès des associations, d'une façon générale, on arrive à satisfaire leurs demandes. Très bien. Donc, on peut aborder le premier point à l'ordre du jour. Donc, nous avons 2 postes de conseillers municipaux à pourvoir suite à la démission de Stéphane Mathieu d'une part et de Françoise Fortuné d'autre part. Et donc, sur la liste, dans l'ordre je dirais, d'élection. Nous avons sollicité Valérie Piasecki, donc, qui a accepté d'occuper le poste, et Boris Digne, qui a également accepté d'occuper le poste. Donc, ceci amène également une modification au niveau de la commission jeunesse. Donc, puisque nous sollicitons Laurent Bresson, qui prend la responsabilité des sports, donc, à la commission jeunesse, nous demandons à Marie-Hélène Biel de prendre le poste de la commission, qui était préalablement occupé par Stéphane Mathieu, et à Laurent Bresson de prendre le poste à la commission sport, et ainsi qu'à Roland Tavernari à la commission urbanisme. Et nous demandons à Valérie Piasecki de prendre le poste à la commission sport en remplacement de Françoise Fortuné. Donc, y a-t-il des questions ? Je vous en prie. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Oui, je suis un peu désolé d'apprendre que, à la demande de monsieur Stéphane Mathieu, de prendre la parole ce soir, vous ne lui avez pas accordé cette possibilité. Alors, au nom de la démocratie, je me fais un peu savoir ce soir, c'est un exercice un peu curieux, puisque je suis dans l'opposition. Vous verrez que ce que je vais dire est mesuré et fidèle à son équipe. Hein. Donc, par ce communiqué, je me fais la voix donc de Stéphane. Par ce communiqué, je souhaite exprimer la raison de ma démission du conseil municipal et par là même de mon poste d'adjoint au sport et à la jeunesse de notre commune. Depuis mars 2008, je suis élu sur la commune du Thor. 6 années à l'opposition durant le précédent mandat et depuis mars 2014 dans la majorité en place.
10 belles années riches d'échanges et de construction de projets avec les services de la mairie, dont le service des sports et de la jeunesse, mes collègues élus et les Taurois, Tauroises. Or, depuis le 6 novembre dernier, n'étant plus en accord avec les positions du groupe de la majorité, j'ai pris la décision de démissionner au soir du 23 novembre. Ayant élaboré et construit le projet du skatepark City Stade avec les services de la mairie et certains de mes collègues, ayant eu la volonté avec le service des sports et de la jeunesse de créer une émulation entre associations sportives, les écoles, les collèges et l'ensemble des Taurois, et mettant en place la fête du sport, la soirée Téléthon au gymnase et le forum des associations également au gymnase annuellement. Ce n'est donc pas de gaieté de cœur que j'ai dû me résoudre à laisser les dossiers suivants en cours. La construction de cours de tennis supplémentaires dans 2 couverts, la construction d'une halle sportive proche du gymnase, afin de créer un vrai pôle sportif pour notre commune. La mise à disposition gratuite d'ici le printemps pour la collectivité, afin d'en faire bénéficier la jeunesse. Espace jeunesse, centre aéré, et surtout pour les associations sportives et autres si besoin. De faire bénéficier la jeunesse de minibus. L'obtention et la finalisation du championnat de France UNSS Collège pour fin mai 2019 qui apportera très certainement un rayonnement national à notre commune. Merci à toutes et à tous pour cette confiance accordée durant ces 10 années. Et c'est signé Monsieur Stéphane Mathieu. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Madame Agouguet. Bon, alors, en rejoignant aujourd'hui la liste Agir pour le tort, Madame Piasecki, Monsieur Digne, vous manifestez donc devant tous les Taurois votre soutien aux actes répréhensibles de votre tête de liste, dont le pire dans cette assemblée est le non-respect des lois de notre pays et une trahison envers les Taurois. Vous arrivez puisque d'autres plus conscients du problème et de ses répercussions sont partis de la liste pour préserver leur intégrité. Alors même qu'en ce moment, les Gilets jaunes, comme tous les citoyens, demandent, entre autres, aux élus d'être exemplaires, exigent la promotion de l'éthique en politique, la lutte contre la corruption, la fraude fiscale ou toute autre atteinte à la probité, nous voilà au tort à siéger dans un conseil municipal où seul compte la communication de crise de M. Laurent Rémy, au mépris de la vérité. Votre slogan, à tous, était en 2014, vous vous en rappelez ? Ensemble redonnant de la couleur à notre ville. Aujourd'hui, il ne reste qu'une couleur, le rouge de la honte que vous entretenez en arrivant ici. Alors, dans ces conditions, Madame Piasecki, Monsieur Digne, je ne vous souhaite pas la bienvenue. Très bien. Moi, je vous souhaite la bienvenue. Et que... Oui. Et au nom de tous les conseillers aussi, vous devriez avoir honte, Madame Agouguet, parce que la démocratie, c'est d'accepter aussi les autres. Et le vivre ensemble, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pas le vivre ensemble, hein, c'est vous qui devriez avoir honte. Vous n'avez pas conscience du problème, vous inversez le problème, c'est incroyable. Hein. Taisez-vous, Madame Agouguet, on n'est pas dans une fosse à purin ici. Alors, je vous propose de reprendre le fil. Je pense que... Je dirais de passer... à la donnée de leçons, je pense qu'il faut vous abstenir, quoi. D'accord. Monsieur Clerc, pour parler, il faut lever la main. Bon. Donc, je vous propose de passer à la délibération, de prendre acte de la démission de Monsieur Mathieu et donc l'installation de Valérie Piasecki en tant que conseillère municipale, la démission de Madame Fortuné et l'installation de Monsieur Boris Digne en tant que conseiller municipal. De désigner Marie-Hélène Biel en remplacement de M. Stéphane Mathieu à la commission communale de la jeunesse, de désigner Laurent Bresson en remplacement de M. Stéphane Mathieu à la commission communale du sport, de désigner M. Roland Tavernari en remplacement de M. Mathieu à la commission urbanisme, et de désigner Mme Valérie Piasecki en remplacement de Mme Fortuné à la commission sport. Donc d'abord, acceptez-vous de voter groupé? Pas de problème. Donc, y a-t-il des voix contre? Donc, 4 voix contre, des abstentions? 3 voix contre, 1 abstention, donc adopté à la majorité. Et ça me permet de vous souhaiter très bienvenue à Boris et à Valérie. Merci.
Donc, de façon corrélative, le rapport suivant enregistre une modification du nombre d'adjoints, puisque l'adjoint démissionnaire n'est pas remplacé de facto, il est remplacé dans ses fonctions par Laurent Bresson, et donc nous fixons le nombre d'adjoints à 7 au lieu de 8. Donc ça veut dire que les rangs sont remontés à partir du 5e rang. Donc, et on précise que le tableau des conseillers municipaux, suite à la démission du 4e adjoint, remonte d'un rang. Donc Madame Gomez, 4e adjointe, Royer, 5e adjoint, David Mathieu, 6e, et Patrick Gay, 7e adjoint. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui, est-ce que vous pourriez être plus précis sur les motifs qui vous conduisent à réduire le nombre d'adjoints? Vous faites des thèmes de la jeunesse et du sport des objectifs prioritaires que de votre mandat, que vous rappelez, que l'on verra à nouveau dans le débat d'orientation budgétaire tout à l'heure. Et puis, vous éclatez des missions importantes, vous les redonnez à des adjoints en place. Est-ce que vous n'avez pas suffisamment de compétences et de talent dans vos conseillers, dans le reste de vos conseillers municipaux? À la lecture du papier et de ce qui était prévu par Stéphane tout à l'heure, il me semble qu'effectivement, le sport et la jeunesse méritent une attention de tous les moments. Voilà. Donc, quels sont pourquoi cet adjoint? Oui, c'est justement pour cette raison, je pense que vous avez posé la question et apporté la réponse, que j'ai souhaité confier à Laurent Bresson cette responsabilité, qui est donc le 2e adjoint, cette responsabilité du sport, puisque nous l'estimons effectivement importante. Bon, d'autre part, Laurent Bresson connaît bien cette activité, ou cette mission, et donc c'est comme ça qu'après en avoir discuté entre nous, et ceci a été convenu. Voilà. Donc c'est complètement cohérent avec effectivement l'objectif de mettre le sport en exergue sur la commune, et je vous remercie de l'avoir souligné. Voilà. Oui. Excusez-moi, mais j'ai peut-être pas été très clair, mais Monsieur Bresson a des missions importantes, notamment en matière de sécurité. Est-ce que le temps qui pourra être accordé à ces dossiers importants sera le même que lorsqu'on a des adjoints dédiés sur ces missions? Mais il me semble pas. Tout ceci a été analysé et vu avec la personne concernée en ce qui concerne le temps. Effectivement, ça a été vu et donc c'est un engagement qui est pris. Le temps sera consacré, et il a déjà été consacré à des dossiers importants. Voilà, donc je soumets à vous. Vous avez une question? Oui. Oui, voilà. Oui, quelle est l'indemnité qui était versée à Stéphane Mathieu? Est-ce qu'elle est redistribuée ou est-ce qu'elle disparaît du budget? Si elle était redistribuée, ceci ferait l'objet d'une délibération. A priori, nous n'en avons pas parlé, donc elle ne sera pas redistribuée. Ça paraît couler de source, mais enfin bon. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une petite économie qui sera faite. Voilà. Donc je soumets à votre délibération le fait de fixer à 7 le nombre d'adjoints et de préciser le tableau tel que je vous l'ai présenté. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Des contre? 4 contre, donc 3. Alors, je reprends. Y a-t-il des votes contre? 3 contre, abstention, 1 abstention. Donc je vous remercie. La délibération suivante traite d'une modification numéro 3 au budget, et donc je laisse Patrick Gay la présenter. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, il s'agit de la délibération modificative numéro 3. Le budget initial primitif a été voté pour le 2018 le 30 janvier de l'année 2018, et il a déjà été modifié 2 fois, sans compter l'affectation des résultats 2017. Donc cette 3e délibération va modifier le budget qui s'établissait jusqu'à présent à 14,2 millions d'euros, dont 8,3 pour la section de fonctionnement et 5,9, presque 5,9 pour la section d'investissement.
Ces modifications sont nécessaires afin de clôturer l'exercice 2018 et elles s'expliquent par le fait qu'on ne peut jamais prévoir initialement toutes les dépenses qui s'affichent au cours de l'année. Alors, ces dépenses nouvelles affectent à la fois la section de fonctionnement et la section d'investissement. En matière de fonctionnement, il y a 3 nouvelles dépenses qui atteignent un total de 31 600 € et qu'il faut donc budgéter. La première dépense concerne le loyer de l'immeuble qui a été mis à disposition d'une association, le Tort pour tous. Ce loyer payé par la mairie représente un loyer mensuel de 2 800 €. Il y a 2 mois, donc d'ici la fin de l'année, novembre et décembre, à payer, donc 5 600 €. Ensuite, la deuxième dépense concerne des frais d'acte et de contentieux. Suite aux conclusions d'un litige, la commune a dû prendre à sa charge une étude réalisée par un cabinet d'avocats. Il est donc nécessaire de créditer l'article frais, actes et de contentieux de la somme de 10 000 €. Enfin, la troisième dépense concerne la dotation aux amortissements. La prévision budgétaire pour la dotation d'amortissement étant réalisée avant la fin de l'exercice, certains investissements n'avaient pas été pris en compte. Afin de réaliser ces écritures, il est nécessaire d'inscrire 16 000 € supplémentaires à l'article dotation d'amortissement. Donc le total de ces dépenses nouvelles s'élève à 31 600 €. Elles seront financées par une diminution du virement à la section d'investissement. Donc maintenant la section de fonctionnement en équilibre et sans toucher d'ailleurs le niveau des dépenses et des recettes. Les dépenses maintenant prévues pour la section d'investissement, les modifications concernant la section d'investissement. Il y a 2 modifications à la hausse, donc 2 dépenses supplémentaires et une baisse importante d'autres dépenses qui avaient été programmées initialement. Première dépense à la hausse, c'est la réhabilitation de l'école des jardins. Afin de prendre en charge les modifications des marchés dues à différents aléas rencontrés lors des travaux, il est nécessaire d'inscrire 20 000 € supplémentaires dans l'article immobilisation en cours. Deuxième dépense en hausse, il s'agit des remboursements de trop perçus sur la taxe d'aménagement concernant les permis qui ont été modifiés ou annulés. Par contre, ces 2 dépenses supplémentaires donc, sont compensées largement par une opération qui ne peut pas être réalisée en 2018 et qui concerne le pont des Taillades. Les crédits inscrits sont donc supprimés, soit moins 44 800 €. Donc moins 44 800 € et les nouvelles dépenses de 20 850 € laissent une marge donc, de 23 950 €. Le total des dépenses d'investissement diminue de 23 950 €. Alors, en contrepartie, les recettes sont également affectées. Les recettes sont affectées d'une part en entrée par la dotation d'investissement qu'on a vue dans le chapitre fonctionnement, donc 16 000 €, et également par la diminution du virement à la section d'investissement de 31 600 €, ce qui nous laisse une augmentation une baisse des recettes de 15 600 €. 15 600 €, et donc la baisse des recettes de 15 600 € étant en fait inférieure à celle des dépenses de 23 950 €. Cela dégage une marge de 8 350 €. Et cette marge est utilisée pour diminuer l'emprunt budgétaire de 8 350 €. Donc voilà, l'équilibre est rétabli avec une baisse de l'emprunt budgétaire de 8 350 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci Patrick. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Alili. Bonsoir à toutes et à tous. On va essayer d'avoir un débat un peu plus serein. Par contre, moi, ça m'a vraiment choqué votre intervention, Madame Biel. On ne peut pas dire à un conseiller de se taire. On ne peut pas lui imposer ou lui donner un ordre comme ça. Moi, c'est quand même l'expression de la démocratie, donc on peut débattre. À mon sens, de tout. On peut avoir des divergences, mais dire à quelqu'un de se taire, je trouve ça pas envisageable, mais déplacé. Alors, on revient donc du coup sur
Le rapport, moi j'aurais une question, s'il vous plaît, d'abord pour les frais d'accès de contentieux. À quoi ce litige correspond? Et une deuxième question par rapport à la réhabilitation de l'école des Jardins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les aléas rencontrés? Merci. Alors, sur le litige, Patrick, as-tu la réponse? Vous l'avez, vous? Bon, on vous apportera la réponse. Et en ce qui concerne l'école des Jardins, donc Christian Royer est à même de vous répondre. Rappelons que c'est quand même un projet de 800 000 €. On parle de 20 000. Il y a différentes modifications. Entre autres, il y a une partie de la couverture qui n'était pas prévue de reprendre et qui sera reprise. Il y a eu des stores qui sont rajoutés. Puis il y a des différentes petites modifications, des poutres qui n'étaient pas prévues de peindre, qui sont peintes, etc., quoi. Mais on parle de petites sommes, disons. Donc aujourd'hui, on est en stade de finalisation des travaux. Hein, oui. Tu veux peut-être en dire deux mots? Dur. Oui. Dur, parce qu'on a eu, entre autres, il y a une partie qui était, la couverture a changé avec les intempéries. Eh ben, il y a eu beaucoup de mal à redémarrer, disons, que de découvrir toute une partie de l'école sans pouvoir intervenir en dessous. Donc aujourd'hui, c'est ric-rac, disons, quoi. Pour redémarrer à la rentrée scolaire de janvier. D'accord. Très bien. D'autres questions? Oui. Alors, voilà. La modification apportée prévoit le paiement du loyer à la famille Piot pour l'immeuble Avenue de la Libération qui sera sous-loué à Le Thor tous ensemble. Toutefois, le paiement du sous-loyer par cette dernière n'est pas prévu dans les recettes. Alors, est-ce que vous avez consenti une franchise de loyer à Madame Chapuis pour le mois de décembre? Parce que je crois qu'ils sont déjà dedans. Donc ça, c'est une question. Et puis, d'autre part, je voulais préciser, j'ai assisté, comme vous, Monsieur Vaillant-de-Noyer, à l'Assemblée générale donc, de l'association Le Thor tous ensemble samedi. Et je tiens à souligner ici, à préciser, particulièrement à vous, Madame Billel, les désaccords de certains responsables de LTTE concernant l'ingérence de la mairie pour cette location. Ingérence, le mot est discutable. Enfin. Donc Madame Chapuis est à cette occasion, donc samedi, revenue sur l'entrave de son projet de déménagement par vous, qui avait préempté les locaux qu'elle envisageait pour ce déménagement, que ce soit les hangars nègres ou encore celui de la coopérative. Alors non, Madame Billel, Evelyne Chapuis n'est pas pleinement satisfaite de cette sous-location. Et comment pourrait-elle l'être, puisque jusqu'à présent, elle occupait un bâtiment à titre gratuit et qu'au final, elle va se retrouver avec le paiement d'un loyer de 2 400 € chaque mois. Bref, comment pourrait-elle se satisfaire de cette situation ? Si vous aviez vraiment voulu l'aider, comme doit l'être une association qui œuvre en faveur des plus démunis et dans un esprit de solidarité, il aurait fallu lui proposer peut-être l'un des locaux que vous souhaitez préempter, et sans loyer, ou autre chose, un autre bien communal peut-être qui aurait pu faire l'affaire. Bref, j'avoue ne toujours pas comprendre votre obstination à nous faire croire que, grand Seigneur, vous embrassez la cause sociale. Écoutez, votre intervention étant tellement remplie de choses complètement erronées et fausses, qui m'est vraiment difficile de vous répondre. Bon, ce qu'il faut juste savoir, c'est que cette association, depuis 10 ans, souhaite déménager. Et les maires précédents, le maire précédent et moi-même, nous avons convenu que les locaux dans lesquels elle était, qui étaient des locaux communaux, n'étaient absolument pas adaptés. Ça n'a pas été facile de trouver. La preuve, c'est que les 6 années précédentes, personne n'est arrivé à trouver une solution et que nous avons mis 4 ans et demi pour trouver une solution. Donc, il y a au moins 5 bâtiments qui ont été visités par l'association. 5 bâtiments. Bon, et il y avait toujours des raisons qui bloquaient, soit parce que c'est un bâtiment qui allait recevoir du public et il n'était pas du tout adapté, soit c'était un bâtiment qui était adapté mais il était éloigné du centre du Thor, soit en dernière minute
Le propriétaire a retiré son offre. C'était le dernier bâtiment en question pour Madame Thiers. Enfin, bon. Et là, nous avons eu la chance de trouver un bâtiment qui est complètement adapté, qui, avec quelques travaux minimes, dont une partie d'ailleurs a été organisée par la commune, ce bâtiment remplissait parfaitement l'objectif de l'association de se retrouver dans des locaux plus grands, plus confortables, plus adaptés à sa double activité épicerie sociale et gestion de fripe. Bon, et donc nous avons sauté sur l'occasion. Et de façon à sécuriser la réalisation des travaux, les propriétaires, et que Madame Chapuis puisse déménager dans de bonnes conditions, la commune s'est portée candidate pour être le bailleur de premier rang. Et donc il y a un bailleur de deuxième rang qui est l'association, et un vrai bail a été signé lui donnant toutes les sécurités pour développer ses activités. Donc voilà, donc c'est ça la réalité. Alors après, si l'association dans son développement connaît un certain nombre de difficultés, ce qui peut ocourir, la commune s'est engagée, et je l'ai redit lors de l'Assemblée générale dernière, à accompagner cette association qui a une véritable utilité. Elle a une utilité sociale, réelle, elle a aussi une utilité économique, puisqu'elle fait vivre un certain nombre de salariés. Donc voilà, et là-dessus, on a pris tous les engagements, et je pense qu'on devrait se louer que des gens qui sont dans la difficulté puissent bénéficier d'un local beaucoup mieux adapté. Je pense que ça serait la première démarche, et pour ceux qui prendront le temps d'aller visiter les nouveaux locaux et qui connaissaient les anciens, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Vous avez une autre question? Oui, c'est ça. Oui, je vous prie. Vous avez votre micro d'allumé. Vous pouvez éteindre votre micro. Allez. Voilà. Je comprends pas. Quand on veut faire œuvre je sais pas, œuvre sociale, on aurait pu prendre en charge le loyer de ce bâtiment. On donne des sommes pour payer le loyer de certaines associations culturelles. Pourquoi ne pas avoir pris en charge directement? Soyez que si on veut faire œuvre sociale, on prend en charge, puisque c'était gratuit déjà pour l'association. Mais Madame Agoguet, vous vous intéressez à cette association depuis tout récemment. Alors je comprends, vous ignoriez des choses. Bon, il faut savoir que Madame Thiers a voulu avoir son indépendance. La preuve, c'est qu'elle avait envisagé d'acquérir un bâtiment, de façon à être complètement indépendante et ne pas dépendre d'une collectivité. Bon, c'est louable, hein, c'est respectable, hein, mais elle n'en avait pas complètement tous les moyens. La preuve, c'est que 5 dossiers n'ont pas abouti. Donc à un moment, il a fallu bien trancher, et de façon à l'accompagner, on est devenu le premier locataire, ça a permis de sécuriser la réalisation de l'opération, et elle a un bail. Réellement, elle paye un bail à la commune et qui lui donne sa totale autonomie. C'est ce qu'elle souhaitait. Elle l'a exprimé à plusieurs reprises, ce que je peux comprendre, hein, que quand on dirige une association de ce niveau, on souhaite être indépendant. Donc voilà. Donc il ne s'agissait pas de la remettre dans un lien de dépendance qu'elle contestait dans ce qu'elle était aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une dépendance, il s'agit de lui donner une subvention pour l'aider à payer son bail. Là, la subvention, elle est de 400 € quoi, par mois. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre en charge, je sais pas, quand on veut faire, quand on dit qu'on fait œuvre sociale, on fait un peu plus, quoi. Je comprends pas. Et c'est parce que je m'intéresse depuis peu de temps, comme vous dites, mais c'est pour ça que je suis allée à l'AG pour avoir des réponses. Alors, les réponses, il me semble qu'elles ont été claires, hein. Ben oui, c'est celle que je vous donne. Hein. Donc, elle a même dit qu'elle ne souhaitait pas de subvention. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 3 ans, l'association n'a pas demandé de subvention. Donc, je lui dis, Madame Thiers, votre dossier de subvention... Non, je ne demande pas de subvention, je veux rester indépendante. Et elle en avait les moyens. Ben, bravo, bravo. Pourquoi aller supplier de demander des subventions si elle gère avec une certaine autonomie? Bon, et donc historiquement, elle en a eu, depuis 3 ans, elle n'en a pas demandé. C'est pas qu'on lui en a pas accordé, c'est qu'elle n'a pas déposé de dossier.
Bon, voilà. Donc, bon, ceci nous a un peu éloigné de la délibération modificative que je soumets donc à votre approbation. Donc, décider de modifier les crédits du budget principal de l'exercice, comme ceci a été présenté par Patrick. Donc, y a-t-il des oppositions? Une, deux oppositions, abstentions? Une abstention. Donc, 3 oppositions et une abstention. Nous arrivons au débat d'orientation budgétaire qui est pour le budget 2019 et donc qui doit se réaliser un mois avant le vote du budget. Donc Patrick, je te laisse la parole, je te remercie. Merci. Alors, le budget primitif détaillé pour 2019 sera présenté lors de la prochaine séance du Conseil municipal du 22 janvier l'année prochaine, donc maintenant toute proche. Le projet de budget s'inscrit dans un contexte national qui applique des contraintes aux communes et dépend également des principales orientations budgétaires retenues par celles-ci. La présentation de ce soir vise à prendre du recul par rapport aux chiffres détaillés du budget en exposant les principales orientations budgétaires et la façon dont le projet de budget répond aux recommandations des pouvoirs publics. Alors, il ne s'agit pas de vous présenter 2 fois de suite le budget. C'est un peu ce qui était fait les années précédentes, on essaie de changer. Et je vous donne ce soir en introduction que les grandes lignes du budget 2019. Alors, en termes de recettes budgétaires, les réductions de dotation de l'État qui sont effectives depuis 2014 ont cessé, mais l'écart par rapport au passé subsiste. Le mécanisme qui va compenser la suppression progressive de la taxe d'habitation n'a pas été bien précisé, laissant planer une certaine incertitude pour les années à venir. En ce qui concerne les dépenses du budget de fonctionnement, elles seront limitées à plus 1,3%. Elles ont pu être contenues sur l'exercice passé, elles continueront d'être contenues. Elles restent encore largement, cependant, consacrées au poste des dépenses de personnel, qu'ils représenteront que 57% en 2019, contre plus de 60% antérieurement. L'augmentation très sensible de la capacité d'autofinancement témoigne des effets bénéfiques d'une gestion rigoureuse. Enfin, en ce qui concerne les projets d'investissement, ceux-ci se réalisent conformément aux attentes et l'année 2019 verra la poursuite de l'effort, avec notamment l'engagement de la réorganisation du centre-ville et, sans impact sur le budget, l'organisation d'un futur pôle de santé au sein de la commune. Cette politique d'investissement ambitieux génère un besoin de financement important, mais il sera du même ordre de grandeur qu'en 2018. À terme, il faudra sans doute arbitrer entre investissement et emprunt, surtout en cas de remontée forte des taux d'intérêt, mais ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant, sur le court terme. Le détail donc du budget 2019 vous sera présenté lors du prochain conseil municipal. Alors, quel est le contexte national qui dicte des contraintes aux collectivités locales? Parce qu'effectivement, il est prévu que la limitation des dépenses de fonctionnement local et la réduction du besoin de financement sont 2 objectifs qui sont inscrits dans la loi de programmation des finances publiques. Alors ensuite, le texte qui vous a été remis présente les principaux éléments du projet de loi de finances qui est en cours d'examen par les 2 chambres et qui peut un peu être modifié par les événements récents. Donc, je ne vais pas citer tous les chiffres, je vais vous donner l'essentiel. La croissance potentielle pour 2018 et 2019 est estimée à 1,7%. Elle sera sans doute révisée à la baisse. Le PIB de la France devrait atteindre 2 420 milliards en 2019. Et voilà, les dépenses de l'État sont prévues pour 2019 à 390 milliards. Pour des recettes de 291,4, donc avec un déficit qui approche les 100 milliards d'euros. L'ensemble de la dépense publique progressera de 1% en valeur en 2019, sans doute plus, comme en 2018. La part de la dépense publique dans le PIB, encore à près de 55% en 2018, devrait descendre avec un objectif de 51,8% en 2022, peut-être une stabilité en 2019. Alors, regardons maintenant les dépenses du TOR comparées à celles de l'État. Le budget du TOR, je l'ai dit tout à l'heure, représente 14 millions d'euros, à comparer aux 390 milliards des dépenses de l'État.
Ça représente un pourcentage, enfin 3,5 pour 100 000 des dépenses de l'État. Mais la commune doit apporter sa modeste contribution à l'effort général. Autre différence notable entre l'État et la commune, celles-ci ne peuvent financer par l'endettement que leurs investissements et en aucun cas leurs dépenses de fonctionnement. Sur ce point, l'État est beaucoup plus laxiste. La dette publique a atteint 99% du PIB à la fin du deuxième trimestre et elle devrait frôler ou voire dépasser les 100% au cours de l'année 2019. Mais l'objectif est toujours de la stabiliser, voire de la réduire. Elle devrait commencer à décroître pour atteindre 92,7% en 2022. La loi de programmation des finances publiques pour la période 2018-2022 prévoit une diminution continue du déficit public qui devrait être amené à 0,3% du PIB en 2022. Alors, les événements que la France connaît depuis novembre 2018 et les décisions annoncées récemment par le Président de la République auront certainement un impact sur les dépenses, sur le taux de croissance 2019, sur le taux d'inflation et de façon corrélative sur les recettes fiscales de l'État. Il est trop tôt encore pour en peser les incidences. Néanmoins, il conviendra de rester très attentif sur les mesures prises et les conséquences éventuelles. Il faut d'ailleurs rappeler qu'il n'y a que 3 moyens pour financer de nouvelles dépenses. On peut réduire d'autres dépenses, on peut augmenter les impôts ou créer de nouvelles taxes. On peut enfin, troisième solution, laisser le déficit s'accroître et, tant que c'est possible, recourir à l'endettement. Alors, la loi de finances, prévoit la loi de programmation des finances publiques, je ne voyais plus ce que vous voulez dire le cycle, la LFP, la loi de programmation des finances publiques, fixe aussi les modalités de participation des collectivités locales au redressement des comptes publics. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Parmi les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, les dépenses de fonctionnement et le besoin de financement doivent être en cohérence avec la trajectoire nationale d'évolution des dépenses locales de fonctionnement, plus 1,2%, et de réduction annuelle du besoin de financement, moins 2,6 milliards. Il est expressément prévu par la loi de programmation des finances publiques que lors du débat sur les orientations budgétaires qui a lieu ce soir, les communes doivent communiquer leurs objectifs sur l'évolution de ces deux données, dépenses de fonctionnement et besoins de financement. C'est ce que nous allons faire. Donc, quelles sont les grandes orientations budgétaires de la commune ? Alors, ces grandes orientations budgétaires découlent de la double volonté de maîtriser la gestion courante en dégageant un excédent des recettes sur les dépenses et de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse. Elles peuvent être résumées en 6 priorités, en 6 grandes orientations budgétaires. En ce qui concerne la fiscalité, première grande orientation, en ce qui concerne la fiscalité, nous ne voulons plus toucher au taux des impôts locaux. L'augmentation unique intervenue durant la mandature en 2017 et répondant aux baisses des dotations de l'État sera sans doute suffisante. La commune bénéficie en effet de bases dynamiques dont l'évolution est prévue à 2%. Emprunt et endettement. Pour répondre aux besoins de financement des investissements, la commune profite de l'opportunité des taux d'intérêt très faibles tout en conservant un endettement raisonnable. Troisième grande orientation sur les subventions. Il faut maximiser l'apport de nos différents partenaires, que ce soit la communauté de communes, le département, la région, la caisse d'allocation familiale, l'action culturelle, etc. Les partenaires sont d'ailleurs associés dès le démarrage des projets afin de répondre au mieux aux critères de financement. Autre grande orientation, il s'agit de développer les logements sociaux afin de réduire d'une part l'écart avec le taux réglementaire de 25% du total des logements et enfin de diminuer la pénalité appliquée par l'État. En effet, toute dépense réalisée dans le domaine des logements sociaux vient en déduction du prélèvement de pénalité 2 ans après. Autre orientation budgétaire principale, maintenir une politique active de gestion du patrimoine de la commune. Il faut ne pas hésiter à céder les propriétés pour financer les acquisitions nécessaires. Par exemple, en 2019, il est prévu la vente des anciens foyers logements et la cession d'un terrain pour y installer un parking et un boulodrome.
La commune devrait également céder toutes les propriétés dont elle n'a pas l'usage, au présent et à l'avenir, si possible. Enfin, dernière grande orientation, il s'agit d'innover avec des solutions de développement originales sans impact budgétaire. La réponse à la question de la désertification médicale est ainsi faite. Achat par des tiers de l'ancienne cave coopérative pour implanter un pôle santé et des logements. Cette solution sans impact budgétaire pourrait servir de modèle pour d'autres actions. Alors, les orientations budgétaires dépendent aussi des orientations stratégiques retenues pour les services à la population. Il s'agit des grands impératifs sur la sécurité, le développement de l'action en faveur de la jeunesse, le développement et le maintenance du patrimoine, le tort ville sportive, la voirie et les espaces verts et l'environnement. Je vais ne citer que 2 exemples. En 2019, dans le secteur de la sécurité, nous prévoyons le développement et la maintenance de la vidéoprotection et le renforcement de la police municipale avec le recrutement d'un agent notamment. Dans le secteur du sport, il est prévu des animations sur les équipements sportifs afin d'accompagner les pratiquants et les sensibiliser aux bonnes pratiques. Alors maintenant, nous allons voir les 2 points qui intéressent particulièrement le pouvoir central, l'évolution des dépenses de fonctionnement et le besoin de financement, l'évolution du besoin de financement. Alors, premier point, évolution des dépenses de fonctionnement. Une gestion rigoureuse a permis de dégager une capacité d'autofinancement en sensible progression. Il est certain que la réorganisation du management entre la commune et le CCAS et la création du GIP Cuisine Centrale avec l'EHPAD ont permis d'optimiser les coûts de fonctionnement de façon importante et de dégager des marges de manœuvre en fonctionnement afin de financer en partie des investissements. Cette nette amélioration donne confiance aux banques qui accompagnent la commune sur ces projets d'investissement. Alors, les principales variations, les charges de personnel resteront stables en 2019. La modernisation de la structure municipale sera poursuivie par la nouvelle direction générale des services. Les charges à caractère général connaîtront une progression liée principalement à l'augmentation de certains postes, comme le carburant ou l'énergie. Par ailleurs, la municipalité a choisi de mettre des moyens plus importants sur l'entretien des voiries. Donc le budget voirie va augmenter en 2019. Les autres charges de gestion courante seront en progression, avec entre autres la contribution au GIP sur un exercice entier, puisque cette année, il ne commençait qu'au 1er avril, donc ne couvrait que 9 mois. Deuxième point maintenant, l'investissement et le besoin de financement. Une politique ambitieuse d'investissement génère un besoin de financement relativement important. Le projet d'investissement le plus significatif en 2019 sera le réaménagement du cœur de ville. Ce projet prendra plusieurs exercices, mais il doit être comptabilisé immédiatement en une seule fois. En effet, il s'agit de rénover entièrement le centre-ville, de la rue de la République en passant par les places longeant la Sorgue. Ce projet s'accompagne également d'une réflexion complète sur le stationnement en ville et aux alentours, avec les premiers éléments pour la réalisation de 3 parkings donnant accès au centre du village. Par ailleurs, la municipalité poursuit son engagement pour la mise en accessibilité des bâtiments publics et notamment du centre aéré du Bourdis. Il s'agit de l'accès pour les handicapés. L'étude pour la création de la médiathèque se poursuit également. Dans le secteur culturel, la question du devenir de l'auditorium du Vaucluse est aussi posée et sera mise en réflexion avec le conseil départemental. Alors maintenant, le besoin de financement et le niveau d'endettement. L'ambition des projets d'investissement entraîne pour 2019 un besoin de financement important, mais celui-ci sera revu une fois qu'auront été comptabilisés les résultats de l'exercice 2018. L'emprunt budgétaire actuellement pourrait être de 3 millions d'euros au stade du budget primitif, ce qui porterait le capital restant dû à 8 250 000 euros fin 2019. L'endettement par habitant serait alors de 950 euros, ce qui est un peu supérieur à la moyenne de la strate pour 2017. Mais toutefois, la capacité de désendettement serait-elle de 10 ans, ce qui correspond à une gestion financière saine. Enfin, le texte vous présente un tableau montrant l'évolution du total des intérêts et du total du capital. En conclusion, en ce qui concerne les recommandations du pouvoir central, la commune respecte quasiment le plafond de progression des dépenses de fonctionnement.
En termes de besoin de financement, celui-ci n'est pas encore réduit, compte tenu de la nécessité de poursuivre les investissements, mais une inflexion est possible à terme, surtout si les taux d'intérêt remontent, ce qui nous empêchera de continuer à emprunter avec une rémunération intéressante. Voilà, la présentation est terminée pour moi. Merci Patrick de cette présentation. Avez-vous des interventions, des questions? Oui, Madame Lili, je vous en prie. Merci. Je vais reprendre dans l'ordre du coup dans lesquels vous avez évoqué les différentes parties. Juste un point plus sur la forme que sur le fond en début. J'ai trouvé ça dommage que la partie sur le contexte national soit aussi importante que celle sur le contexte local. Le contexte local aurait mérité peut-être un peu plus de précision. Ça, à mon sens, ça reste que mon avis. Ensuite, première question sur les logements sociaux. Du coup, je voulais savoir s'il y avait d'autres projets qui allaient être menés. Et juste une question aussi là-dessus. Est-ce que vous aviez fait un recours à l'encontre de la décision du préfet de mettre sous tutelle, enfin pas sous tutelle, mais de l'augmentation des pénalités? Si, sous tutelle aussi, oui. Pardon, donc la deuxième question, c'est par rapport du coup à la cession d'un terrain pour y installer un parking. Est-ce que la mairie n'avait pas pour projet d'acheter un terrain du coup pour y installer un parking? Donc là, du coup, je comprends pas trop la logique. Ensuite, sur la sécurité, vous parlez de développement de la vidéoprotection. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir la pose de nouvelles caméras? Et la dernière question, c'est par rapport au projet d'investissement cœur de ville. Vous parlez d'un projet de réalisation de 3 parkings. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, avoir un peu plus d'infos là-dessus? Merci. Je vous en prie, merci de vos questions. Je finis. Ah, pardon. Juste une dernière question, sur la médiathèque. Donc, il y a une étude en cours, mais ça sera une étude sur une médiathèque, je veux dire, communale, ou est-ce que vous avez pour projet de vous associer à d'autres communes pour faire une médiathèque un peu plus importante, avec un rayonnement un peu plus conséquent? Merci. D'accord. Donc, je réponds à vos questions. Bon, le contexte national, on ne peut pas l'ignorer, si vous voulez, étant donné qu'une partie de nos recettes provient de la bonne dynamique du contexte national. Donc on ne peut pas le traiter en 2 mots, et d'autant plus qu'aujourd'hui, il bouge beaucoup. Donc on est incapable de savoir exactement ce qui va se passer. En ce qui concerne les projets de logements sociaux, oui, lors d'un conseil municipal, il y a peut-être 3 ou 4 conseils municipaux, on avait fait un point. Donc on a un nombre de programmes tout à fait significatif d'installation de logements sociaux qui se chiffrerait à plus de 150 pour les 3 ans qui viennent. Donc s'il faut donner une communication détaillée des différents projets, nous le ferons. Bon, il arrive que des projets de logements sociaux soient combattus aussi par des gens qui font des recours. Voilà, donc il faut aussi le savoir. En ce qui concerne la décision de la préfecture donc de nous augmenter les pénalités pour non-atteinte des logements sociaux, non, nous n'avons pas fait de recours, car de toute façon, c'est une décision qui a été prise par une commission nationale, et le préfet, ça a été le bras séculier qui a appliqué la demande de la commission nationale. Donc il était, d'une part, certainement difficile d'obtenir gain de cause, on l'a fait étudier, très difficile d'obtenir gain de cause, et de façon secondaire, je pense qu'on aurait crispé absolument le préfet. Or, nous avions besoin d'une agilisation des différentes déclarations d'intention d'aliéner sans avoir des blocages du côté de la préfecture. Donc, il aurait été peut-être d'un très mauvais aloi de le crisper alors qu'on lui demandait des souplesses. Voilà. Donc, on n'a pas fait de recours. Alors, la cession du terrain, je comprends votre confusion. Donc, il s'agit d'un terrain qui appartient à la commune, qui s'appelait la réserve Boucher, donc qui est située à Grange-Vieille, route de Velleron. Donc, ce terrain a déjà été cédé pour une partie, pour à peu près un quart, à Mistral Habitat, qui a construit 40 logements en 2014, qui ont été réceptionnés en 2014. Et donc, sur le reste, nous avons prévu d'en céder une partie
et cette partie cédée permettra, sur le solde qui reste, de construire un boulodrome et un parking. Donc voilà pourquoi il y a eu cette confusion. Mais ça n'a rien à voir avec le projet d'achat de terrain pour construire un parking à Cour-Gambetta, enfin, aux routes d'Avignon. La vidéoprotection, oui, continuera à être développée puisque un nombre de caméras de 12, c'est 12 6 seront installées dans le courant de l'année 2019, plus la connexion avec la fibre pour améliorer la qualité des images. En ce qui concerne la médiathèque, donc l'année 2019 verra les conclusions de l'étude que nous avons confiée à la SPL. Et donc, dans le courant de l'année, la SPL nous fera ses recommandations, d'une part sur la faisabilité d'une médiathèque à la Maison Saint-Roch, sur le coût de l'investissement et sur le coût de la gestion en matière de fonctionnement. Et c'est à l'issue de cette étude que nous serons amenés à prendre une décision. À aujourd'hui, la compétence culture n'est pas une compétence intercommunale, c'est une compétence communale. Et donc, je ne pense pas que d'ici 2020, les choses aient évolué. Et donc, nous serons amenés, si les conclusions de l'étude sont positives, à développer notre médiathèque communale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe aux alentours, et notamment sur l'île où il y a une certaine carence, je dirais, de qualité de médiathèque. Et donc je pense que notre médiathèque aura un rayonnement au-delà des habitants taurois. Voilà. Oui. Quand bien même, c'est pas une compétence intercommunale, mais il n'empêche que le TOR peut s'allier ou s'associer avec d'autres communes, notamment pour réduire les coûts de gestion et mutualiser les moyens financiers et humains de cette médiathèque. Oui, on n'a pas dit qu'on ne le ferait pas, mais Florence, qui pilote ce dossier, peut vous répondre. Juste bonsoir, pour précision, oui, elle fonctionnera en réseau avec les autres médiathèques, bibliothèques de notre intercommunalité, voire au-delà. Voilà. En particulier sur le choix des choix culturels, de manière à ne pas faire une concurrence à l'interne et mutualiser certains moyens. Voilà. Vous aviez une question sur le cœur de ville, mais je l'ai notée, mais je n'ai pas noté la question précise. Vous pouvez me la reprendre, s'il vous plaît? Oui, c'est par rapport à la réalisation des 3 parkings qui donnent accès au centre du village, juste avoir des précisions là-dessus. D'accord. Eh bien, à partir du moment où on réalisera le parking dont je viens de vous parler à côté du boulodrome, ça veut dire qu'on mute le boulodrome, qui aura une disponibilité pour être parking. Il y aura un parking à côté du boulodrome Grange-Vieille et l'acquisition du parking ici. Et nous regardons, mais c'est un dossier un peu plus récent, voir si l'ancien skatepark qui est à côté de la crèche, une partie ne pourrait pas être réutilisée en parking, peut-être pour 25 voitures. Et il y a une proximité du centre de la commune avec la passerelle qui permettrait d'avoir des stationnements supplémentaires. Juste pour bien comprendre, donc le parking Grange-Vieille, pourquoi vous cédez, je ne comprends pas le principe de la cession, pour y installer un boulodrome, ça ne sera pas un boulodrome communal, je veux dire, ce sera quelque chose de privé? Non, mais j'ai du mal à m'exprimer. Nous avons globalement 2 hectares dont nous sommes propriétaires. Pour réaliser le parking et le boulodrome, on n'a pas besoin de 2 hectares, on a besoin d'1 hectare. Donc on céderait 1 hectare en réalisation de projet, et grâce à cette cession, ça finance les travaux du parking et du boulodrome. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que votre rapport est laconique. Vous me reprochiez l'année dernière de faire une déclaration de principe, mais je vois que cette année, la rédaction de votre rapport est pour le moins une liste de grands principes qu'on peut résumer ainsi. On a des projets, surtout le cœur de ville, mais on n'a pas 1 euro pour les réaliser. Alors on va vendre le patrimoine de la ville et on va emprunter 3 millions qui s'ajoutent aux 3 millions déjà empruntés au titre des exercices 2016 et 2017. J'ai bien noté quand même que vous alliez persévérer dans la vidéoprotection. Et à ce sujet, la commission d'accès aux documents administratifs que j'avais saisie l'année dernière vous a demandé de m'adresser les documents que je vous réclamais en vain, à savoir les documents qui ont permis d'élaborer votre projet d'implantation des caméras sur notre territoire.
J'ai donc pu les récupérer auprès de Monsieur Julliard, donc le chef de la police municipale, en début décembre. Et la lecture de ces documents, et principalement des bilans d'activité de la police municipale, est surprenante puisqu'ils démontrent, d'une part, que les chiffres de la délinquance étaient en baisse depuis 2008, et particulièrement entre 2013 et 2014, période durant laquelle il est relevé une diminution de la délinquance générale de 17,65% et une baisse de la délinquance de proximité de 16,5%. Les documents démontrent aussi que les différents comptes rendus d'activité sont généralement conclus positivement, louant le travail de proximité de l'équipe des policiers municipaux, ce dont on leur sait gré. D'autre part, le dossier de demande d'autorisation de vidéoprotection déposé en préfecture en janvier 2016 ne justifie pas le besoin de vidéoprotection. Il n'y a aucun traitement des données statistiques qui viendrait à l'appui de la demande d'installation. C'est surprenant quand même, hein. Et enfin, je constate que les chiffres statistiques ne sont pas très bons entre 2014 et 2016, même si on observe une amélioration pour l'année 2017, mais qui est sans commune mesure avec la baisse de délinquance observée jusqu'en 2013. Bref, dans ces conditions, vous avez engagé le budget de la commune à hauteur de 400 000 €, sans preuve tangible de la nécessité du déploiement. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui encore vous prévoyez pour 2019 le développement des caméras à raison de 6 supplémentaires, vous venez de le dire. Voilà, donc ça c'est une grande interrogation, cette vidéoprotection. D'autre part, j'avais une question aussi dans le DAUB au sujet du devenir de l'auditorium. C'est un bâtiment qui appartient au département. Donc, en quoi ça concerne le débat d'orientation budgétaire et la commune de manière générale? Voilà, c'est un DAUB qui questionne. Très bien, donc je ne répondrai pas aux aspects caricaturaux, mais vous êtes dans votre rôle d'opposition. En ce qui concerne la délinquance, vous savez, il y a peut-être un moyen, c'est d'aller questionner un certain nombre de Taurois qui habitent certains quartiers où la vidéoprotection a été installée et leur dire est-ce que ça a eu un effet bénéfique sur leur sécurité. Moi, je pense que on n'a pas besoin de partir sur des chiffres, etc. On va questionner 50 ou 60 Taurois. Et à mon avis, on aura une vision très réaliste de ce qu'a apporté la vidéoprotection. En ce qui concerne l'auditorium, effectivement, c'est un bâtiment qui appartient au département, mais le département a décidé tout récemment, de cesser le pilotage et la gestion de ce bâtiment. Donc aujourd'hui, un contrat a été passé avec une structure qui s'appelle AVV. Ce contrat s'arrête le 31 août. Et le département nous a informé qu'au 1er septembre, il n'envisageait pas de relancer une consultation. Et donc, il a sollicité la commune pour savoir si nous étions intéressés sur le futur de cet auditorium. Et donc, voilà pourquoi nous avons pensé qu'en transparence, même si l'information est toute récente parce qu'elle date de fin novembre, je dirais en transparence, il était bien d'indiquer dans le débat d'orientation budgétaire que nous allions être amenés à regarder ça ne veut pas dire décider, hein, mais regarder si la commune peut s'intéresser à ce bâtiment. Car je pense que ça serait très regrettable que cette structure devienne une friche culturelle. Donc voilà. Je vous en prie, Monsieur Clerc. Mince. Je voulais juste revenir sur la vidéoprotection. J'entends bien qu'effectivement, il y a certains endroits, et M. Julliard me l'a expliqué, les incivilités tombent toujours sur les mêmes. Donc il y a effectivement un quartier au Thor où on enregistre effectivement des problèmes et qui sont récurrents, et à chaque fois c'est toujours les mêmes qui en pâtissent parce que leur véhicule se trouve là. Enfin, donc ça concerne pas tout le Thor et pas une quarantaine de caméras. Est-ce qu'on n'aurait pas pu voir un projet à la baisse pour effectivement sécuriser peut-être ce quartier particulier, mais 400 000 € alors que on voit bien que l'action de la PM est favorable, elle a fait ses preuves, ils sont sur le terrain, enfin, mais 40 caméras, quoi, j'en reviens toujours là, c'est monstrueux, quoi, alors qu'effectivement on sait identifier le problème sur un endroit particulier. Mais vous oubliez, Madame Agoguet, ce qui s'est passé en France et ce qui continue à se passer.
tout récemment à Strasbourg. Vous ignorez peut-être que l'État nous a mis dans des contraintes de surveiller toutes les entrées et les sorties des écoles de façon les plus sécures possible. Donc voilà, alors est-ce qu'on peut dire, bah non, la sécurité de nos enfants, ça ne nous concerne pas, et voilà. Bon, et il y en a trois écoles, il n'y en a pas 40. Hein. Oui, d'accord, mais ça nécessite des moyens de sécurisation. Donc le choix entre dire on embauche une dizaine de policiers municipaux qui vont grever le budget de fonctionnement pendant des années, ou au contraire on essaie d'utiliser des outils modernes pour améliorer la sécurité, bah, il a été vite fait pour nous. Et je vais vous dire, on n'est pas les seuls. Si on était la seule commune de France ou de Navarre, hein, on pourrait dire oui, mais attends, ils sont pas bien. Mais toutes les communes sans exception, ont fait ce développement de façon à améliorer leur sécurité. L'insécurité est le problème numéro 1 des Français. Donc il faut bien que... Voilà. Et moi je pense vraiment, c'est pour ça que je vous recommande d'aller faire votre enquête auprès d'une centaine de taurois. Est-ce que l'installation des caméras leur a amélioré la sécurité? Et on ne vous dit pas le nombre de dossiers qu'on a élucidés. Voilà. Donc, encore tout récemment, j'étais dans une surface de vente qui m'a dit, écoutez, on a eu des vols, et à la caméra, on a identifié qui était rentré, avait volé des bouteilles de whisky à 3 ou 4 reprises. Voilà, bon. Aujourd'hui, ça s'est passé aujourd'hui. Bon. Alors, je sais que philosophiquement, mais je respecte ça, philosophiquement, vous y êtes opposé. Mais le problème, c'est concrètement, qu'est-ce que les taureaux en pensent? Qu'est-ce que les citoyens en pensent? Parce qu'on peut avoir de belles idées philosophiques, mais si concrètement, on est battu en brèche et qu'on n'améliore pas la sécurité, on ne remplit pas notre job, hein, c'est malheureux, mais on ne remplit pas notre job. Mais bien sûr que tous autour de la table, on préférait vivre sans caméra, on préférerait laisser nos clés sur les voitures, comme ça se passe dans certains pays. Et voilà, c'est bien évidemment qu'on préférerait ça. Hein, mais ce n'est pas le cas. Oui, Monsieur Clerc, vous aviez posé la question. Moi je veux intervenir, mais je voulais revenir juste sur ce débat des caméras quand même vite fait. Bonjour à tous. La réalité, c'est les chiffres donnés par la police municipale sur plusieurs années, sur des chiffres qui sont globaux. Après, interroger 50 personnes, c'est pas une réalité, c'est un échantillon qui est représentatif ou pas, ça dépend, mais c'est des études qui le montrent et je pense qu'on ne peut pas se fier sur un échantillon de 50 personnes comme ça. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Par rapport au débat d'orientation budgétaire, moi j'étais perplexe, plusieurs choses m'ont laissé un peu perplexe. Vous parlez de mesures pour donner confiance aux banques. Alors, ça m'interroge. Est-ce que durant les premières années de votre mandat, les banques avaient perdu confiance dans la commune? Parce que de mémoire, sous le mandat de Jacques Olivier, j'ai pas souvenir qu'on ait eu ces problématiques-là. Et du coup, je me suis posé la question si ça pouvait pas être plutôt la capacité à augmenter les impôts qui faisait que les banques avaient confiance ou pas. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez été élu et vous aviez promis de ne pas augmenter les impôts, donc vous n'avez rien fait. Ça a peut-être posé problème aux banques. Après, vous augmentez de 12%, ce qui correspond finalement à une augmentation de 2% pendant 6 ans. Pas exactement, hein, 2% cumulé sur 6 ans, c'est pas pareil que 12% d'un coup. Mais vous arrivez à peu près au même résultat. Là, vous redonnez effectivement peut-être confiance aux banques en se disant, ils sont en capacité d'augmenter les impôts et donc de rembourser les emprunts. Voilà, c'était une première réflexion. Par ailleurs, vous parlez dans le DOP de projets privés structurants avec l'exemple de maisons médicales sorties du centre-ville et portées par le privé. Quelle main a la commune sur ce genre d'opération ? Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée de regrouper le corps médical à l'extérieur des centres-villes. Bien au contraire, si on veut pouvoir garder un cœur de ville vivant, c'est un des éléments qui dynamise les centres-villes, les activités médicales. Et enfin, une réflexion plus globale, c'est concernant l'environnement, enjeu majeur de nos sociétés. Dans les décennies à venir, je trouve que c'est le vide sidéral dans le débat d'orientation budgétaire. Je ne suis même pas sûr d'avoir vu le mot quelque part. Alors que les rapports sont les plus alarmistes les uns que les autres. Je crois que suite au dernier conseil municipal, le lendemain, il y avait un rapport du GIEC qui était dramatique.
Bon, bilan du coup, le mois dernier j'étais en colère. Ce mois-ci, je suis toujours, mais en plus je suis atterré et inquiet. Inquiet par vos déclarations de fin de conseil municipal du 20 novembre, où j'ai compris que si vous n'étiez plus là, les projets n'avanceraient plus, que personne ne serait capable de les mener à bien. Mais quelle équipe les taurois ont élu? Moi, au sortir du conseil municipal, j'ai eu l'impression finalement d'avoir plus d'estime pour vos collègues conseillers municipaux majoritaires que vous-même, même si je ne partage pas toutes leurs idées. Et atterré de voir le peu d'importance que vous accordez aux problématiques qui sont soulevées, aux capacités de votre majorité, à la retranscription des débats dans les comptes rendus. Vous parlez de démocratie en début de conseil municipal, Madame Biel. Je trouve que la première des choses, c'est de retransmettre l'ensemble des débats et pas qu'une partie. Et donc l'exemplarité que vous devez en tant que maire à notre commune. Merci. Je vous remercie. En ce qui concerne la confiance des banques, vous savez, ils n'ont qu'un seul critère, c'est avez-vous les capacités de rembourser les emprunts qu'on est prêt à vous accorder. C'est le seul. Bon, et pour rembourser les emprunts, c'est sur l'excédent du budget de fonctionnement. Soit une commune ressort des excédents qui lui permettent de rembourser ses emprunts, soit elle n'en ressort pas. C'est exactement ce qui a été écrit dans le débat budgétaire présenté par Patrick Guay. Et alors, bien évidemment, pour sortir un excédent, il faut d'abord une gestion qui soit serrée. Ça me paraît complètement évident. Il faut, je dirais, minimiser les dépenses et maximaliser les recettes. Et c'est ça qui permet d'avoir un excédent. Et si vous n'avez pas cette présentation de compte, vous ne pourrez pas emprunter. Donc, depuis 4 ans, nous sommes dans une position excédentaire sur le budget de fonctionnement, spécialement les 2 dernières années, ce qui a permis d'emprunter de façon extrêmement facile et à des taux qui sont très bas. Parce que le taux d'intérêt que consent la banque, il fait partie aussi du risque qu'elle analyse de la situation de son client. Plus le risque est important, plus le taux est important. Et donc nous avons obtenu des taux, notamment l'année dernière, qui sont extrêmement intéressants parce que notre situation de présentation était la bonne. En ce qui concerne la maison médicale, si vous voulez, on en reparlera parce que ce n'est pas quelque chose qui est encore abouti, mais on a pensé que c'était normal dans un débat d'orientation budgétaire, à savoir qu'il va se passer des choses sur l'exercice 2019, d'en parler, mais nous serons amenés à le présenter de façon détaillée. Et ne prenons pas de position de principe de dire si c'est là, si c'est mieux, si c'est... On n'en est pas encore là, mais ça arrivera. Le rapport du GIEC, je vous avoue que dans notre débat d'orientation budgétaire, ça nous était difficile de l'introduire parce que tout à l'heure, on nous a fait une remarque en disant qu'on parlait déjà trop de choses nationales. Alors, le rapport du GIEC, il est mondial. Hein. Bon, voilà. Et puis non, j'ai pas reproché qu'on parlait trop du contexte national. J'ai dit que je trouvais que le contexte local était un peu léger. Voilà. Donc, alors, si on avait rajouté plus le rapport du GIEC, ça aurait pu être... Non, mais je le dis un peu à titre de boutade, mais c'est difficile. Ah oui, mais moi, en tant que boutade, je pense que les enjeux sont importants et j'ai un peu du mal parce que je vous dis pas, effectivement, le GIEC c'est national, sauf que c'est international, le GIEC. C'est même international, sauf que les applications, si personne ne fait d'efforts et personne ne se prend en charge et s'interroge sur ces problématiques et comment les résoudre, on n'avancera pas, quoi. Mais bien sûr. Bon, en ce qui concerne les enregistrements du conseil municipal, ils sont totalement enregistrés, disponible, mis sur le site, donc je ne vois pas comment on pourrait empêcher... Je trouve que les comptes rendus ne relatent pas... non, mais tout est mis en direct sur le site, c'est la totalité. La totalité du conseil, ce qu'on dit là en ce moment, ça va être sur le site. Donc dans les 2-3 jours, je ne sais pas, mais le délai, mais très rapidement. Donc il ne peut pas y avoir plus de transparence, puisque c'est accessible à tous les taurois. Donc voilà. Donc vous aviez une question, Bruno ? J'ai pas une question. Je pense que toutes les questions importantes ont été posées. Les positions ont été éclairées de notre côté comme du vôtre. Je suis sur la même ligne que mes collègues de l'opposition. Mais je suis un peu stupéfait d'apprendre ce soir que l'auditorium en tant qu'instrument, que lieu culturel était abandonné par le conseil départemental. Et en tout cas au niveau du pilotage.
Et bon, vous avez maintenant une responsabilité importante vis-à-vis de cette structure, parce qu'en tant que Taurois et en tant que Vauclusien, enfin, le fait que ce lieu puisse un jour devenir, qu'il soit possible que ce lieu devienne une friche culturelle, c'est pour moi inconcevable, et ça serait révélateur d'une société à venir synonyme de désastre, en tout cas pour les générations qui viennent. Je partage 100% ce que vous venez d'exprimer. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Donc l'information était récente, mais on a souhaité quand même la communiquer. Alors on n'est pas sur une approbation, mais on est sur une prise d'acte du débat des orientations budgétaires. Donc je vous le soumets. Hein. Avez-vous pris acte du débat? Y a-t-il des votes contre? Des votes d'abstention? Donc, voilà. Bon, vous en avez pris acte. Tout le monde en a pris acte. Très bien. Je vous remercie. La délibération suivante traite... Il faut la science juridique me dit qu'il faut délibérer. Bon, alors je reprends. Je vous prie de m'excuser. Il y avait marqué « prend acte ». Donc, y a-t-il des votes contre? 4 votes contre, des abstentions. Donc, adopté à la majorité. Merci. Donc, le dossier suivant, je crois que c'est Christiane. C'est une cession d'une parcelle cadastrée numéro 137 au lieu-dit la Tourac. Bonjour à tous et à toutes. Donc, la commune est propriétaire d'un terrain en friche cadastré section AV 137 accessible par le chemin de la Tourac. Ce terrain est classé zone A au PLU et présente une superficie de 1580 m². Monsieur Ahmed Bedounda, domicilié 13 avenue Alphonse Daudet au Pontet, a fait part de son intérêt pour l'acquisition de ce terrain. Il cultive les parcelles voisines depuis 2012, donc les parcelles AV 135 et 136, et il souhaiterait, après acquisition, nettoyer et remettre en culture. Il a été proposé à M. Benouda de vendre ce terrain au prix de 1,70 € le mètre carré, soit 2 686 €. Ce dernier a fait part de son accord par courrier du 21 septembre 2018. Le 18 octobre 2018, les services de France Domaine a estimé la valeur vénale de cette parcelle communale à 2 528 €. Dossier 2018-84-132-V11-79. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette vente et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, qu'est-ce qu'il cultive à proximité, monsieur Benouda, et qu'est-ce qu'il souhaite cultiver sur ces nouvelles parcelles? Alors, monsieur Benouda fait du maraîchage et il va faire du maraîchage. Il va continuer à faire du maraîchage, voilà. Ça peut être des courgettes. Là, je crois qu'il est parti aussi sur... j'ai vu sur certaines parcelles de la menthe ou des choses comme ça. Voilà. Bon. Merci. Mais il est bien, agriculteur. Hein. Monsieur Clerc. Oui, voilà, la domiciliation, moi, je me posais la question, du coup, si ça a été vérifié, c'est bien. Et du coup, la surface totale qu'il va avoir, là, vous avez idée? La surface totale, en fait, il a un morceau qui est juste à côté, qui doit représenter un peu plus d'un hectare. J'ai pas en tête exactement. Et puis, il a un autre morceau un petit peu plus loin, au bout du chemin de l'Anduze. Mais j'y passe régulièrement pour voir si c'est travaillé correctement. Voilà. Merci. Donc, je soumets à votre délibération la vente à monsieur Ahmed Benouda, qui est domicilié au Pontet de la parcelle cadastrée AV 137 au lieu-dit la Tourac d'une superficie de 1580 m² pour un montant de 2 686 €. Dit que les frais liés à cette opération sont à la charge de l'acquéreur et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est toujours toi, acquisition d'une parcelle au lieu-dit montagne de Touzon.
J'ai oublié de mettre le micro. Madame Colette Fernandez-Reynaud, domiciliée 195 rue du Château d'Eau, Prades-le-Lez, et Madame Paul Leblanc-Reynaud, domiciliée 70 impasse Montauban à Prades-le-Lez, souhaitent vendre un terrain dont elles sont propriétaires situé sur le flanc sud de la colline de Touzon. Ce terrain cadastré B598 représente une superficie de 1310 m². Cette parcelle est très proche des terrains communaux. Par courrier en date du 26 novembre, Mesdames Fernandez-Reynaud et Leblanc-Reynaud ont accepté de vendre à la commune ce terrain au prix d'1 € le m², soit une somme totale de 1310 €. Il est rappelé que cette partie de la colline présente un intérêt faunistique et floristique. Ces terrains sont classés en zone NF2 du PLU. Ce classement concerne les espaces naturels qui font l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages. En outre, ce secteur est soumis à un risque de feu de forêt avec un aléa fort. Il est rappelé que les frais inhérents seront pris en charge par la commune. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition et autorise monsieur le maire ou monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Clerc. Oui, moi j'ai un petit peu la même question que la dernière fois, c'est-à-dire que je ne suis pas contre ce genre d'opération, mais j'ai besoin qu'on sécurise à long terme ces zones. Et une sécurisation, alors je vais le dire peut-être différemment, peut-être qu'il y aurait besoin d'une sécurisation autre que le PLU, puisque le PLU, vous êtes capable de le modifier 6 mois après dans une modification anticipée pour faire évoluer. Et ça m'inquiète beaucoup, d'autant plus que dans le DOP, vous parlez de vendre tous les terrains ou les propriétés de la mairie qui ne sont pas utiles. Donc je ne sais pas en quoi cette partie peut être utile à la mairie, hormis problèmes environnementaux. Et du coup, voilà, je réitère ma question et je pense que ce serait bien qu'il y ait une protection qui soit au-delà du PLU, du style zone agricole protégée ou autre. Très bien, c'était la remarque que vous nous aviez faite la dernière fois, donc nous l'enregistrons. Y a-t-il d'autres questions? Ça va. Donc je vous propose d'en délibérer, de décider d'acquérir la parcelle cadastrée 599, représentant une superficie de 1310 m², de Madame Colette Fernandez-Reynaud et de Madame Paul Leblanc-Reynaud, pour un montant de 1310 €, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette acquisition et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci, adopté à l'unanimité. La délibération suivante, Christian Royer, c'est la cession au conseil départemental des emprises partielles de parcelles, chemin d'Avignon. Merci. Bonsoir. Le département de Vaucluse, en lien avec Réseau Ferré de France, a réalisé une étude préliminaire en vue de la suppression de 3 passages à niveau, considérés comme dangereux sur la ligne Avignon-Cavaillon-Miramas, dont le PN numéro 8, situé à l'ouest de la commune du Thor. Cette suppression se traduit par la création d'un carrefour giratoire sur la RD 901. La commune est propriétaire des parcelles cadastrées section AY99 et AY76, 6 au lieu dit chemin d'Avignon, qui sont concernés par ce projet. Cet aménagement de sécurité a fait l'objet d'une procédure d'enquête publique à l'issue de laquelle le préfet du département a constaté son utilité publique et rendu cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation, par arrêté en date du 31 janvier dernier, en 2018. Dans son ordonnance du 15 mai 2018, Madame le juge des expropriations a autorisé le transfert de propriété. Par courrier en date du 19 septembre 2018, le conseil départemental propose d'acquérir à titre gracieux les emprises partielles de 318 m² et de 470 m² à prélever respectivement sur les parcelles cadastrées sections AY 99 et 76. Ces terrains sont situés en zone agricole du PLU, approuvés et sont concernés par l'emplacement réservé numéro 14, aménagement passage à niveau numéro 8.
Il est rappelé que les frais inhérents seront supportés par le conseil du département, le département de Vaucluse, sauf s'il y a les frais de mainlevée et de purge des hypothèques ou tout autre frais préalable à la vente. Donc il convient que le conseil municipal se prononce sur cette cession, autorise monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Merci. Oh, pardon. Excuse-moi, Christian. Oui. Y a-t-il des questions? Oui, Mme Lily. Alors non, moi, j'ai pas de questions. Simplement, je vous informe que je ne pourrai pas prendre au vote compte tenu de mes fonctions au conseil départemental. D'accord. Très bien. On en prend note. Merci. Oui, Madame Agogué. Oui, j'ai une question par rapport à ces travaux. Donc, supprimer les passages à niveau, ça veut dire qu'on passe en dessus, au-dessous, et la création du giratoire, qu'est-ce qui... Non, mais ça, c'est un projet qui est drivé par le RFF et le conseil départemental. Il y aurait une première phase d'abord, mais pour sécuriser l'ensemble, mais après, un passage supérieur se ferait qu'après, mais ce n'est pas en première phase, disons. C'est pas définitif. Hein. C'est prévu, mais c'est d'un investissement significatif, très significatif, et ils ont prévu de le faire dans un deuxième temps, d'ici 5-6 ans. Voilà. Le projet de sécurisation, c'est un rond-point en amont ou en aval pour permettre le ralentissement des véhicules. Pas un rond-point, c'est permettre qu'il y ait une meilleure visibilité, etc. D'autant plus qu'il y a le chemin qui va vers la déchetterie également. Donc c'est un ensemble, c'est un peu complexe quand même tout l'ensemble. Il a été identifié quand même comme un passage à niveau dangereux. Il fait partie des 15 premiers dangereux sur la région. Donc voilà, je vous propose donc de délibérer et de céder à titre gracieux au département une superficie de 318 mètres carrés d'une part et de 470 mètres carrés d'autre part, dit que le conseil départemental prendra en charge les frais liés à cette cession et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite un avenant à la convention avec le conseil régional qui est relative à l'organisation déléguée du service de transport scolaire. Donc Marie-Hélène Biel, merci. Alors, depuis 2011, la commune a signé avec le conseil départemental de Vaucluse différentes conventions. Vous savez que maintenant, avec la loi NOTRe, c'est le conseil régional qui a pris en charge le service des transports scolaires. Donc, la convention précise évidemment les conditions dans lesquelles la commune, organisateur délégué, reçoit délégation de la région. Le conseil régional est toujours l'organisateur de premier rang et l'organisateur délégué, c'est-à-dire la mairie, est toujours compétente pour arrêter la liste des usagers scolaires bénéficiaires du service, de leur délivrer un titre de transport. C'est la mairie qui encaisse la participation familiale. Alors, le présent avenant a pour objet de mettre à jour l'article 8 de la Convention relative aux modalités financières suite à l'harmonisation régionale du règlement et de la tarification de transport scolaire. L'avenant que nous devons signer entraîne une modification de la tarification appliquée, les tarifs harmonisés proposés par le Conseil régional étant légèrement inférieurs à ceux déjà en application pendant la gestion de cette convention par le Conseil départemental. Alors, le tarif fixé par le Conseil régional s'établit donc à 110 € contre 115 € l'année dernière par an et par enfant. Chaque année, le Conseil régional émet un titre de recette à l'encontre de la commune pour le reversement de la participation familiale. La commune du Thor a fait le choix de minorer la participation familiale en prenant en charge 50% de celle-ci, soit 55 € par an et par enfant. Les 55 € restants sont à la charge des familles. Alors, pour information, quand c'était 115 €, la mairie payait 60 €. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Donc, je vous propose en délibéré d'approuver la modification de la convention relative à l'organisation déléguée des transports de services scolaires et deuxièmement d'autoriser le maire à signer cet avenant. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc approuvé à l'unanimité. La délibération suivante traite sur un avis sur le projet de modernisation de régulation du canal maître du Grand Mourgon.
C'est un dossier d'autorisation environnementale. Donc, c'est Estelle. C'est toi? Pardon. Excuse-moi. Christiane, vas-y. Donc, le canal de l'Île qui débute au niveau de la tour de Sabran sur la commune de Lagnes, avec le canal de l'Union, et dont l'exécutoire se trouve au niveau du canal de Vaucluse, en aval de la commune du Thor, a une particularité, c'est qu'il est busé au niveau de la RD 16 sur 1200 mètres, plus connu sous le route des 5 cantons. Donc actuellement, aucun ouvrage de délestage de secours n'existe sur ce canal. Ainsi, en cas d'obstruction de la section du canal busé par des embâcles, le canal doit couper la totalité depuis la tour de Sabran, ce qui empêche donc les agriculteurs d'arroser à ce moment-là et le temps d'enlever l'eau et de la remettre. Près de 70% du périmètre est desservi par l'ASCO et donc ce que je disais est privé d'eau. Cette obstruction, il y a eu 4 obstructions depuis 1990 et donc cela aussi a permis d'empêcher aux abords immédiats du canal d'inonder certaines habitations. Le projet de sécurisation, donc sur le tronçon du canal maître de 1200 mètres busé, un seul exutoire pouvant accueillir les eaux du canal est présent à proximité. Il s'agit du Grand Mourgon. C'est un canal de drainage géré par l'ASA du Grand Mourgon. Il croise le canal de l'Île à plus de 900 mètres linéaires à l'extrémité aval du tronçon busé, quasi perpendiculaire et en sous-œuvre. La mise en place d'un ouvrage de délestage du canal maître du Grand Mourgon permettrait donc de sécuriser environ les 3/4 du linéaire total du canal maître busé sous la RD 16. En pratique, cela signifie que si le canal venait à être obstrué sur 900 mètres, les plus en aval du tronçon busé de 1200 mètres linéaires, l'ASCO pourrait maintenir l'alimentation en eau des périmètres irrigués présents en amont de l'ouvrage de délestage projeté. Le temps d'intervenir et d'enlever les éléments obstruants. Du point de vue hydraulique, l'ouvrage de délestage aurait donc pour rôle de dériver les eaux du canal de l'Île vers le Grand Mourgon, le temps d'intervenir de l'intervention sur le tronçon busé. Le débit transitant dans le canal n'est pas consommé par les irrigants situés en amont du site d'implantation de l'ouvrage projeté, serait donc toujours rejeté dans la Sorgue, mais environ 2 km 3 en amont de son point de rejet habituel. Si cet ouvrage de délestage avait existé, il aurait été utilisé 2 fois 6 heures et 1 fois 48 heures depuis l'an 2000. La constitution de cet ouvrage est faite d'une vanne de délestage fermée en fonctionnement normal qui, lorsqu'elle est ouverte, permet d'aiguiller le déficit résiduel du canal de l'Île vers le Grand Mourgon. Une conduite de liaison, donc aussi appelée conduite de délestage, d'environ 86 mètres linéaires comprise entre la vanne de vidange du canal et le point de rejet des eaux du canal du Grand Mourgon. Un clapet anti-retour au niveau du point de rejet du canal de l'Île dans le canal du Grand Mourgon, dont le rôle est d'empêcher tout rejet d'eau du canal de l'Île dans le Grand Mourgon en cas de niveau d'eau élevé dans ce dernier. Cet équipement empêche donc tout risque de débordement dans le Grand Mourgon en aval du point de rejet de l'ouvrage de délestage du fait de l'apport de débit complémentaire qui proviendrait du canal de l'Île en cas de mise en fonctionnement du délestage à ce moment-là. Donc au niveau du planning des travaux, il est prévu 4 mois de travaux, y compris période de préparation, entre la mise en chômage annuelle de fin 2019
à 2020, donc de début décembre jusqu'à février 2020. Au niveau des incidences temporaires liées au chantier entraînant un risque de pollution des eaux ou poussières sont évitées ou du moins réduites à un risque faible par un suivi de contrôle régulier du chantier et dans les règles de l'art. En phase d'exploitation, le rejet d'eau dans le Grand Mourgon, qui interviendra de manière exceptionnelle et en période estivale, période d'irrigation, est calibré pour un débit maximal à ne pas dépasser avec des conditions hydrauliques défavorables. Un clapet anti-retour empêchant l'ouverture en cas de hautes eaux du Grand Mourgon a un rôle de sécurité. L'utilisation de cet ouvrage de délestage est limitée dans le temps au strict nécessaire d'une intervention de maintenance d'urgence dans le canal de Lille. Les moyens de surveillance et d'intervention sont préconisés au titre du principe de précaution en phase de travaux et en phase d'exploitation de l'ouvrage. Le projet est compatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, le contrat de milieu des Sorgues, le plan de gestion du risque d'inondation, une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les adaptations au changement climatique. Le projet fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 qui conclut en l'absence d'incidence. Le projet est concerné par les rubriques suivantes de la nomenclature dite loi sur l'eau. Le projet est soumis à autorisation environnementale avec documents et incidences d'enquête publique. L'enquête publique concernant ce projet se déroule en mairie du Thor du 4 décembre 2018 au 3 janvier 2019 inclus. Le dossier et le registre sont tenus à disposition du public en mairie. Un poste informatique est disponible en mairie pour consulter le dossier. Celui-ci est également consultable sur le site internet de la préfecture de Vaucluse. L'arrêté préfectoral du 25 octobre 2018 portant ouverture de l'enquête publique est affiché en mairie. L'avis d'enquête publique indiquant les modalités de déroulement de l'enquête est affiché sur le panneau extérieur de la mairie et sur son site internet ainsi que sur le lieu du projet. Compte tenu de l'utilité de cet ouvrage pour assurer la continuité de la desserte en eau d'irrigation pour des exploitations agricoles en cas de travaux sur la partie aval du canal de Lille et les mesures prises pour éviter ou réduire l'incidence du projet sur l'environnement, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à ce projet sous réserve de que la commune du Thor et l'ASA du Grand Mourgon soient informés et donnent leur accord à l'ASCO du canal de Lille, préalablement à chaque utilisation de l'ouvrage de délestage vers le Grand Mourgon, afin de s'assurer de la capacité du milieu récepteur à recevoir ces effluents. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci de ces explications très complètes. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Oui, concernant ce sujet, bon, vous savez que je suis agriculteur, je suis attaché au fait que tout soit fait pour ne pas mettre en péril les exploitations de notre commune. Cependant, je suis perplexe sur l'utilité d'un tel projet. Sur l'utilité d'un tel projet. Vous nous dites qu'en 30 ans, il a été nécessaire de couper l'eau 4 fois pour effectuer les travaux dans l'urgence et que ce projet aurait permis d'éviter 2 coupures de 6 heures et une coupure de 48 heures. Je pense qu'on doit se poser les bonnes questions. Quel coût économique, environnemental, énergétique d'un tel projet par rapport aux bénéfices attendus? Si des exploitations sont mises en difficulté par une coupure d'eau de 6 heures tous les 10 ans ou une coupure d'eau de 48 heures tous les 30 ans, je pense qu'il y a un problème de résilience des exploitations qui mérite peut-être d'être étudié et d'aider à ce que ces exploitations deviennent plus résilientes à ce niveau-là. Mais je pense que c'est un projet qui doit être coûteux pour la collectivité, pour les exploitations, pour un intérêt qui me semble, du moins dans la présentation qui en est faite, insignifiant. Et du coup, je n'ai pas tendance à donner un avis favorable à ce projet. Enfin, je suis un peu surpris du coût par rapport à l'intérêt qu'on peut en espérer, d'autant plus que si c'est un problème lié à des embâcles, peut-être qu'il faudrait tout simplement mettre des grilles qui diminuent la taille des objets pouvant éventuellement rentrer dans le canal et faire bouchon dans le canal, surtout que s'il y a des objets assez gros
qui peuvent rentrer et faire bouchon, ça veut dire peut-être que ça peut être dangereux par contre pour des enfants ou autres qui pourraient jouer au bord du canal, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas des choses à faire autres, beaucoup moins chères qu'un tel projet. Voilà. Il y a des risques de débordement également hein, qui ont été soulignés. Hein. Donc, mais les risques de débordement, c'est en plein été, c'est arrêté. Enfin, je veux dire, ça a été souligné, mais apparemment, ça ne s'est jamais produit. Et c'est en plein été. Enfin, ce n'est pas une période de crue où il y a un risque de crue ou autre. J'ai du mal à comprendre. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ceux qui ont, parce que c'est pas nous qui avons pris l'initiative de piloter ce projet, hein, donc c'est le canal de Lille, hein, donc qui est composé de tous les agriculteurs, enfin les propriétaires, dont un certain nombre d'agriculteurs, et c'est eux qui ont décidé de lancer cette procédure. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal, de mon point de vue, puisque on n'est pas concerné directement, de dire ben, ces gens-là, finalement, et ce qu'ils demandent, c'est superfétatoire. S'ils le demandent et s'ils souhaitent réaliser cet investissement, c'est quand même pour répondre à une vraie problématique. Alors, ou dans la présentation, il y a quelque chose qui ne va pas, mais moi, pour moi, ça me pose un problème. Je veux dire, moi, je me suis interrogé par rapport à mes pratiques, oui. Mais s'il y a une coupure d'eau de 2, 3, 4 jours... D'autant plus qu'ils sont payeurs. C'est pas nous, communes, hein, c'est eux qui sont payeurs. Oui, mais c'est les agriculteurs qui vont payer derrière. Hein, le canal, on cotise. C'est nous, à travers les subventions qui sont à hauteur de 80-90% sur certains projets. Donc, c'est l'ensemble de la collectivité. Et le reste, c'est les agriculteurs, donc c'est eux-mêmes. Hein, donc... Simplement, le canal de Lille, il a un système de fonctionnement différent de celui que tu connais, donc du canal Saint-Julien, c'est-à-dire que le canal de Lille fonctionne avec des horaires. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est que quand on ferme, d'abord, il faut un certain temps pour que l'eau n'arrive plus, et quand on rouvre, il faut un certain temps pour qu'elle revienne, même si c'est que 6 heures. Et le fait est que quand on a des horaires, bon moi je l'ai pratiqué hein, puisque j'ai des terres sur ce canal, si on n'a pas d'eau, on saute son tour d'eau et il faut attendre 10 jours ou plus que ça. Donc je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont fait. Alors c'est vrai que ça paraît énorme par rapport à peut-être quelques heures, mais je pense qu'ils en sont arrivés là à cause de ça. Et bon, c'est vrai que de mettre des grilles, je sais. Après, c'est vrai que je leur ai pas posé la question s'ils avaient mis des grilles, parce que c'est vrai qu'il y a eu des objets assez importants qui ont été retrouvés à l'intérieur. Mais il y a une surveillance qui est très très importante, notamment au bout du chemin des 5 cantons, juste avant d'arriver aux Aubarès, puisque c'est là que tout s'amasse. Voilà. J'entends ce côté tour. Moi, j'ai un petit peu de terre familiale sur Velleron et c'est le canal de Carpentras, donc il y a cette même problématique. Mais je veux dire, il peut y avoir des approches qui coûtent, à mon avis, beaucoup moins cher que faire un projet comme ça. Hein. C'est, enfin, au niveau énergétique, je redis, au niveau énergétique, au niveau environnemental, économique par rapport aux bénéfices attendus, voilà. Bien, mais écoutez, votre avis sera porté. Hein. Donc, y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable au projet de réalisation d'un ouvrage de délestage de secours vers le Grand Mourgon, dans le cadre de la modernisation du canal Met, sous réserve que la commune du Thor et l'ASA du Grand Mourgon soient informés et donnent leur accord à l'ASCO du canal de Lille, préalablement à chaque utilisation de l'ouvrage de délestage vers le Grand Mourgon, afin de s'assurer de la capacité de milieu récepteur à recevoir ces effluents. Y a-t-il des oppositions? Donc 3 oppositions, abstentions, donc adopté. Non, 0 abstention, adopté à la majorité. Je vous remercie. Et la dernière délibération, Christian Royer, ça traite du syndicat des eaux Rhône-Durance, qui est le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Merci. Le Code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation chaque année d'un rapport annuel sur le prix de la qualité du service public d'eau potable. Celui-ci est établi par le syndicat des eaux Durance-Ventoux, auquel la commune est adhérente. Ce rapport retrace l'activité du service pour l'année civile et pour l'ensemble du territoire
pour laquelle la collectivité organise le service de distribution de l'eau. Il comprend une partie sur le prix et la qualité de l'eau potable et une partie sur l'activité du syndicat. Il est mis à disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 du Code général précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. Caractéristiques donc techniques du service. La compétence de distribution de l'eau potable est assurée par le syndicat des eaux, qui a délégué la gestion au groupe Suez. Le renouvellement de la convention de délégation a eu lieu en février 2008 pour une période de 10 ans. La ressource en eau provient de 5 captages situés sur les communes de Cheval-Blanc, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, dont un en secours à Somanes. Le Thor faisant partie du bas service, la commune est alimentée par les 2 captages de Cavaillon. La production en 2017 a été de 10 638 342 m3. Il était de 10 676 000 en 2016. Le linéaire de réseau au 31 décembre 2017 est de 1594 km de conduite. Le linéaire du réseau du Thor est de 92,92 km. Répartition des abonnements. Le nombre des clients s'élève à 51 428, dont 3 621 sur la commune du Thor. La répartition des volumes, donc la consommation en eau au compteur donc en 2017, pour la totalité de la délégation, 7 831 427 m3, pour la commune du Thor, 545 917 m3. La consommation moyenne par branchement domestique s'élève à 125 m3 en 2017. La consommation moyenne du Thor s'élève à 115 m3 par an. Pour savoir, donc, l'année dernière, il y avait donc, au niveau de la délégation, c'était stable, c'est 125, et au niveau du Thor, c'était de 123, le 115 aujourd'hui. Tarification de l'eau. La tarification donc, au 1er janvier 2017 comprend une prime fixe et une prime variable correspondant au mètre cube consommé. Pour une consommation donc, de 120 m3, la facture annuelle a augmenté de 2,02 € le mètre cube et passé de 2,02 m3 à 2,04 m3 au 1er janvier 2018. En gros, pour une facture donc, standard de 120 m3, au 1er janvier 2018, le coût est de 244,74 €, alors qu'au 1er janvier 2017 était à 243 €, soit une augmentation de 0,72%. Les indicateurs de performance. Le rendement du réseau de distribution, le rendement est de 75,2% contre 70,3% en 2016, sachant que les objectifs de Grenelle de l'environnement sont de 67,48%. Donc on a un rendement qui est meilleur. Indice linéaire des volumes non comptés, 4,97 m3 par jour et par kilomètre. Indice linéaire des pertes par réseau, 4,54 m3 par jour et par kilomètre. Il est considéré comme satisfaisant un indice de perte donc au réseau inférieur à 6 m3. Le taux de conformité des analyses bactériologiques et physiochimiques, unité de production, unité de distribution sur les ressources est de 100%. Données relatives à la qualité de service, suivant donc un sondage IFOP, le taux de satisfaction client enregistre une légère augmentation, il passe de 66% à 72%. Les nouveaux produits d'exploitation. Les installations du service en eau, de l'eau se modernisent notamment via l'équipement de systèmes de mesure performants, capteurs, télérelève de compteurs, de télétransmission et d'automatisme favorisant le pilotage intelligent. Perspective 2018. Donc, le syndicat continue sa politique d'aménagement de son réseau dans une volonté d'améliorer la qualité de distribution à court terme, mais également à long terme afin d'anticiper les besoins futurs. Les 3 enjeux pour le syndicat sont
la réduction de la pression de distribution sur l'ensemble du syndicat, une politique volontariste de renforcement afin de sécuriser la distribution, une lutte contre les eaux rouges et la préservation du patrimoine enterré. Un des buts de la distribution en eau, c'est limiter les pertes. Aujourd'hui, il y a à peu près encore 25%. L'objectif, c'est quand même de le réduire au maximum, disons. Donc je propose que le Conseil prenne acte de ce rapport. Merci bien. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Clerc. Oui, moi j'ai fait un petit calcul rapide. Là. Ça fait 162 000 m3 par an d'eau qui sont perdus, d'eau traitée au chlore et tout ça. Pardon Ça fait 162 000 m3 par an d'eau qui sont perdus, qui partent dans la nappe, d'eau traitée au chlore. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour réduire ça, quoi? Je veux dire, parce que même si le taux est donné pour bon, moi c'est énorme, quoi. Ça me dérange. Alors ce qui est fait, c'est d'abord réduire la pression et donc faire des mesures de débit d'eau, entre autres la nuit, pour vérifier où est-ce qu'il y a des fuites, etc. Parce qu'il faut déceler les fuites. Également, donc, au niveau de... Parce qu'il y a le bas réseau, il y a le haut réseau, c'est la construction donc, de réservoirs pour avoir des éléments tampons, justement, toujours pareil, c'est de passer palier par palier de façon à baisser la pression. Parce que plus il y a de pression, plus il y a de risque de fuite, quoi, disons. Donc je pense que c'est le service des eaux là, qui s'occupe de ça. Vous, quelle garantie vous avez qu'ils font bien le travail de... Comment vous vérifiez ça, quoi? Alors c'est au niveau donc, du syndicat. Il y a des mesures donc, le concessionnaire donc, est pénalisé. Il a des objectifs de réduire les pertes. Et toutes les années, donc, en fonction s'il atteint ou non l'objectif qui était fixé, mais qui est fixé donc, sur les 10 ans, disons, année par année, il y a donc une partie à réduire, et s'il ne réduit pas cette pression, ces pertes, eh bien, il est pénalisé financièrement. Cette année, par exemple, pour 2017, il a pratiquement obtenu son objectif. L'année précédente, il avait eu quand même, je crois, l'ordre de 100 000 € de pénalité. Ça touche au porte-monnaie, hein. Oui, je vous en prie. Moi, j'aurais une question par rapport à la convention de délégation. Vous dites qu'elle a eu lieu en février 2008 pour une période de 10 ans. Donc, normalement, si je comprends bien, elle s'est finie en février 2018. Ça veut dire que le syndicat a repris la compétence en régie directe ou est-ce qu'il y a eu un renouvellement de la convention, du coup? Merci pour votre question. Je vous en prie. Donc, il y a eu donc, au niveau du syndicat donc, des débats pour savoir si c'était en régie ou le confier par une DSP. Il était donc décidé de continuer en DSP. Donc, il y a eu un appel d'offres qui a duré quasiment 1 an et le contrat a été conclu. Et à partir donc, depuis 2018, c'est fin donc, février 2018, à la suite du contrat de 10 ans, il a été renouvelé. C'était négocié raide. On est en baisse dans le prix et par contre avec des objectifs beaucoup plus, disons, volontaires pour la réduction des pertes d'eau. Pardon? Parce que c'est une délégation de service public. Non, mais pourquoi tu ne parles pas du nouveau contrat alors? Parce que c'est l'année 2017, ça s'est passé en 2018. Là, c'est le rapport sur l'année 2017. Donc, quand on fera le rapport sur l'année 2018, on parlera de ce nouveau contrat. Très bien. Oui, monsieur Ripoll. Oui, au moment j'arrive pas à parler ce soir, excusez-moi, du renouvellement en délégation de service public, est-ce que vous avez eu un débat quant à la possibilité de passer en régie? Ça s'est passé de quelle façon? Je viens de le dire. Il y a eu un débat d'abord au niveau du syndicat pour savoir si ça passait en régie ou ça continuait en DSP. Et s'il y avait un appel d'offres.
Donc ça s'est fait en interne au niveau du syndicat. Bah, c'est le syndicat qui gère, disons. Quoi. Le syndicat représente 28 communes. Quoi. J'avais une autre question. Le taux de satisfaction client, il est calculé de quelle façon? On prend un panel ou on prend la totalité des clients? Là, disons que le taux, c'était fait par l'IFOP. Il y a d'autres éléments. Autant, disons qu'en général, au niveau technique, ça se passe bien. Au niveau, disons, communication, des fois un peu moins bien. Entre autres, on a à intervenir pour des citoyens, pour des problèmes de facture, etc. Oui, Et quel a été le positionnement de la commune du Thor dans ce débat? Pour la DSP ou pour... C'est moi. Pardon? Je suis représentant du Oui, la mais commune. quel était le positionnement pour la DSP ou pour une Oui, régie publique? pour la DSP, oui. Parce que de toute façon, partir à 28 communes, c'est quand même un monde. De partir de zéro et d'aller en régie, c'est aller au mur. Hein. Et parce qu'il faut vraiment des outils performants pour y arriver. Très bien. Donc, je vous demande de prendre acte de ce rapport qui est présenté par le syndicat des eaux Durance-Ventoux sur le prix et la qualité du service public. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, 2 abstentions, donc 3 abstentions, adoptées à la majorité. Je vous demande de prendre connaissance des prochaines dates des conseils municipaux pour les 6 mois qui viennent. Donc le 22 janvier 2019, où il y aura le vote du budget, le 19 février 2019, le 26 mars 2019, le 23 avril et le 18 juin 2019. Et il y a de grandes chances que nous ayons un conseil municipal au mois de juillet. Car en mai, tiens, oui, un oubli. C'est Nada. Vous êtes en vacances? Vous l'avez la date là? On la transmettra, on vous la transmettra. Sénada était en vacances au mois de mai. Donc voilà, donc il y a de grandes chances qu'il y ait un conseil municipal au mois de juillet pour l'approbation des marchés du dossier Cœur de Ville. Voilà, où les appels d'offres vont être lancés très prochainement. Merci. Étant terminé, je vous remercie. Je me permets de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, bonnes fêtes de Noël. Et n'oubliez pas de signer le registre. Voilà, notamment pour les petits nouveaux. Merci. Non, ils étaient pas là.